Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode d'Atkins le Plus, le spin-off du podcast Le Film le Plus, dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars modernes de films d'action, Scott Adkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode je vous parle de 3 films dans lesquels apparaît l'acteur, dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun de ces films, je donne 4 notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs, avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott que j'ai appelée la note Adkins. Cela donne 4 fois 5 points à répartir pour obtenir une note totale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. Le concept étant une nouvelle fois posé, il est temps de reprendre le fil de notre histoire. Et dans l'épisode précédent, nous nous étions quittés sur le sol britannique pour le premier long tourné par l'acteur sur ses terres natales en plein mois de décembre de l'année 2012. Faisons un léger saut de puce pour démarrer l'année 2023 en beauté et fuir le rigoureux hiver anglais pour le climat thaïlandais. L'occasion pour Scott de se retrouver pour la 6e fois devant la caméra de son ami Isaac Florentine pour le film qui va nous intéresser à présent, à savoir Ninja 2, Shadow of a Tear. Goro is somewhere inside the jungles outside Rangoon. I'm going after him. You're going to Burma. It's suicide. It's justice. This is Goro's territory, isn't it? Hit me. Where's Goro? Why are you asking about Goro? This makes you a target. I'm telling you to live. The man who seeks revenge should dig 2 graves. They're gonna need a lot more than that. Sorti en 2009 et calé actuellement dans le ventre mou de ce classement, le premier Ninja avait laissé un peu un goût amer et d'inachevé à Florentine et Scott Adkins, et a raison compte tenu de la faiblesse de son histoire et de l'écriture de son personnage principal, le fameux Kaisei Bowman. Malgré tout, la montée en puissance de l'acteur dans le cœur des initiés convainc les producteurs de New Image, une fois de plus, de ressortir leur personnage du placard et de réunir 2,6 millions de dollars pour mettre en route cette suite. Voyons donc ce que celle-ci nous raconte. Alors qu'il s'occupe tranquillement de faire prospérer le dojo de son défunt sensei Takeda, Namiko, la fille de Takeda et épouse de Kazé, se fait violemment assassiner à l'aide d'une arme ninja modifiée pour tuer, alors que celle-ci est enceinte. Dévasté, Kazé va chercher à se venger en exécutant tous ceux qu'il pourra soupçonner, ce qui l'amènera à démanteler tout un cartel de drogue en Birmanie. Alors signé d'un autre revenant, un certain David N. White, déjà à la plume, si on peut dire comme ça, de Special Force et des suites de la saga Undisputed, le scénario cherche avant tout à corriger l'indigence du personnage de Kazé du premier, à travers une histoire de vengeance et ainsi faire de lui un anti-héros sombre et prêt à tout. Un postulat qui ressemble forcément à toute une palanquée de revenge movie et qui est au centre, par exemple, du Punisher, l'un des plus sombres personnages des comics Marvel. Force est de constater qu'on en a déjà vu plus original et que tout ceci n'est qu'un prétexte à enchaîner les scènes de combat. Et elles sont nombreuses, mais ça, nous y reviendrons. Soyons honnêtes également sur l'absence totale de surprise à la découverte du twist final, d'une prévisibilité un tantinet trop évidente, mais encore une fois prétexte à une confrontation finale attendue. On se retrouve ainsi dans nos petits chaussons, de la libération par la vengeance, l'application stricto sensu de l'adage œil pour œil, dent pour dent, et pour le peu qu'on accepte l'idée que tout ceci est au service du divertissement, on en excusera un peu l'indigence des personnages secondaires. C'est toujours mieux que ce que nous proposait le premier film, et c'est assez proche de ce qu'on a pu voir récemment, je vais donc lui attribuer une petite note scénario de 1,5 sur 5. Petit chausson aussi avec la réalisation et le retour de l'ami Isaac Florentine derrière la caméra, après une petite infidélité à Adkins pour tourner une petite purge avec cette tête à claque de Christian Slater, mais aussi Donald Sutherland pour le film Sophia. On a donc droit, une fois n'est pas coutume, à quelques ralentis, quelques accélérés, quelques zooms rapides et décadrages, mais
avec le petit plus des décors thaïlandais bien plus faciles à mettre en valeur que ces habituels décors bulgares des productions Millennium/New Image. Le film, lui, il est extrêmement rythmé, avec pas moins de 11 scènes de combat pour le seul et unique personnage de Casey Bowman. Florentine est aidé pour la première fois d'un nouveau venu dans notre petit tour des coordinateurs de cascade du monde entier, en la personne de Tim Mann, un virevoltant cascadeur de poche d'origine sino-suédoise, et qui a surtout pour lui d'amener son expérience des prévises, ou prévisualisations, qui permettent de chorégraphier les scènes de combat depuis le gymnase, en y anticipant les angles de caméra. Une fois que les idées de combat fonctionnent, elles sont filmées depuis ce même gymnase, et il ne reste plus au réalisateur qu'à les remplacer au montage par les scènes filmées en costume dans les vrais décors. Le moyen ainsi de gagner en efficacité, en temps et donc en argent, est de penser sa mise en scène en fonction des combats imaginés. Et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien. La mise en scène au service des combats, qui font à 97% l'intérêt du film, on va le dire, c'est un choix tout à fait respectable, et l'amateur de tatane en a clairement pour son argent, surtout en considérant le prix du DVD d'occasion. La photo de l'habituel Ross Clarkson est à la hauteur d'un produit destiné au petit écran et il profite de quelques décors naturels exotiques de la Thaïlande, la musique de Logan Leder, qui a déjà travaillé sur la saga God of War, est quant à elle correcte sans plus. Quel est notre code de conduite? Nous n'en avons aucun. Quels moyens employons-nous? Tous les moyens. Quel est notre but? Nous épanouir dans l'ombre alors que nos ennemis périssent dans la lumière. Écoutez, Lake. Hajime! Donc pour résumer, une réalisation de DTV d'action généreuse, avec même quelques passages plutôt sanglants, peut-être le meilleur travail de Florentine jusqu'à présent. Bon, allons-y, on va récompenser ça avec un généreux et très beau 3,5 sur 5 en note réalisation. Du côté de l'incarnation des personnages, on retrouve Mika Iji qui reprend son rôle de Namiko sur les mêmes bases que le premier film, soit avec une bonne dose de niaiserie et d'insipidité, passer la scène d'entraînement dans laquelle Kaze, qui est devenu son époux, l'utilise comme un simple sparring partner pour ses démonstrations de ninjitsu. Goro, lui, le grand trafiquant de drogue installé en Birmanie, est joué par l'expérimenté Shun Sugata, un acteur japonais à la longue carrière qui a été dirigé dans son pays par des réalisateurs importants comme Ryuhei Kitamura, Takashi Miike ou encore Kiyoshi Kurosawa, et qui fait même des apparitions dans les deux Kill Bill et dans le dernier Samouraï. Il prend tranquillement son chèque ici en jouant les méchants renfrognés et durs à cuire sans jamais révolutionner les rôles de baron de la drogue, disons-le. Son homme de main, lui, il est joué par le coordinateur des cascades lui-même, Tim Mann, qui avec son petit gabarit fait preuve d'une étonnante explosivité et nous offre même l'un des meilleurs combats du film lors de sa confrontation avec Casey Bowman, le personnage de Scott Adkins. C'est d'ailleurs le début d'une relation de travail fructueuse qui nous amènera à nouveau à parler de lui dans les prochains épisodes. Et puis il y a le personnage central du film, Nakabara, qui est joué par Kane Kosugi, un acteur né aux États-Unis et d'origine japonaise qui commence les arts martiaux dès ses premiers pas et commence sa carrière cinématographique très jeune en suivant son père, Sho Kosugi, acteur et cascadeur sur des films de ninja des années 80 comme Ultime Violence Ninja 2, American Ninja ou encore l'un des premiers films de Jean-Claude Van Damme, à savoir Black Eagle, l'arme absolue. Il s'envole ensuite faire carrière au Japon dans le monde des séries de Super Sentai pour Ultraman dans un premier temps, puis comme Ninja Black dans Kaku Ranger qui servait de base de données de combat pour la 3e saison des Power Rangers en Occident. Sachant que Florentine était réalisateur des Power Rangers, tout se regroupe. On le retrouvera même plus tard dans Godzilla Final Wars ou même dans l'adaptation live du jeu vidéo de combat putassier Dead or Alive. Kosugi avait même déjà tenté d'obtenir un rôle dans le premier Ninja sans succès, et donc il était très heureux et impressionné de jouer face à un acteur de la trempe d'Atkins. C'est vous dire un peu le chemin et la réputation gagnés par l'acteur à ce stade de sa carrière. Et Kosugi s'en sort plutôt bien, on voit qu'il sait jouer, et surtout qu'il donne de manière crédible du fil à retordre à Scott lors de scènes de confrontation. Qu'est-ce que vous faites au Myanmar? Je suis un touriste. Un touriste qui s'intéresse aux stupéfiants. Pourquoi cherchez-vous Goro? Pourquoi posez-vous des questions sur lui? En quoi ça vous regarde? Vous savez ce que c'est qu'un fer à repasser, j'en suis sûr. Vous pouvez échapper à d'atroces souffrances en me disant pourquoi vous êtes ici et en me disant ce que vous voulez à Goro. Je veux parler au consulat américain au Japonais. Oui, bien entendu, je m'en occupe.
Bon, vous l'aurez compris, Florentine n'est toujours pas devenu un grand directeur d'acteurs, et tout le monde semble s'appliquer à reproduire comme ils le peuvent des typologies de personnages déjà vues largement ailleurs. D'ailleurs, mention spéciale à l'acteur indien Mukesh S-Bhatt qui nous refait le coup classique du chauffeur de taxi rigolo. Bon, malgré tout, Ken Kosugi est correct et tous les combattants sont plutôt bons, donc je vais monter un peu plus haut que pour le premier opus et lui accorder une note acting de 2 sur 5. I'm the most complete fighter in the world. Pour Scott, et il le dira lui-même, c'est probablement le film le plus difficile de sa carrière. Avec pas moins de 11 scènes de combat avec tout ce que cela demande en préparation, en répétition de scènes, l'engagement physique est d'une extrême intensité. Lui qui termine à peine d'une longue convalescence suite à son opération au genou, va d'ailleurs se blesser sévèrement au dos au bout d'une semaine de tournage. Résultat, une pause est nécessaire dans les tournages de combat qui devront reprendre en douceur et nécessiteront surtout la participation de sa doublure, le français Brahim Achabak, ou Achabar, un acteur cascadeur aperçu dans Man of Tai Chi ou Tekken 2 et quelques autres films de Jean-Claude Van Damme. Pour autant, ça n'empêche pas l'acteur d'expérimenter de nouvelles techniques comme le triple coup de pied, très impressionnant, et ne l'empêche pas non plus de donner énormément de sa personne et de ses skills dans les nombreuses scènes d'action du film. Son accent américain semble de mieux en mieux maîtrisé, mais la tristesse par contre c'est toujours pas son émotion la plus maîtrisée alors que sa colère commence pas mal à se développer. Soyez le bienvenu dans notre pays, un pays où il fait très chaud. Comment vous vous appelez, patron? Moi, je m'appelle Mukesh Upshaka Prosa Yong Ming Tai. Mais vous pouvez aussi m'appeler Mike. Mike, Est-ce que vous cherchez un hôtel? il faut que j'aille au marché d'abord. Aucun problème. Je connais le marché. Ils ont les meilleurs produits, qualité irréprochable, fraîcheur garantie, arrivage permanent, l'écurie les plus exquis, une variété Arrêtez-vous là. Ah, d'accord. C'est donc au final un premier rôle généreux dans ses démonstrations d'action, malgré la blessure et la doublure, un jeu qui évolue très légèrement, ça reste un film de ninja en DTV, mais ça mérite quand même bien un petit 4 sur 5. Et donc au total, nous voilà avec un beau 11 sur 20, soit le même nombre de points que Undisputed 2 et Expendables 2. Pour ma part, je placerai Ninja 2 Shadow of a Tear juste entre les deux à une très belle 5e place. Pas mal pour un petit film de ninja à 2,6 millions de dollars, qui a tout de même eu droit à une petite exploitation en salle dans certains pays asiatiques comme aux Philippines par exemple. Mais il est temps à présent de passer à la suite et au tournage qui occupera Scott seulement 2 ou 3 mois après son périple ninja thaïlandais. Comme toujours, commençons par quelques points de contexte. Vous connaissez peut-être le concept des films jumeaux, à savoir ces films qui tournent autour d'un même thème et produits à peu près en même temps, soit par coïncidence, soit par opportunisme, voire même par vengeance personnelle. Les exemples sont nombreux et on pourra citer par exemple Hurlement de Joe Dante et Le Loup-garou de Londres de John Landis, tous deux sortis en 81, tout comme Wolfen, un autre film de loup-garou, mais aussi 2 adaptations de Robin des Bois 10 ans plus tard avec la version de Kevin Reynolds et Kevin Costner face à la version complètement oubliée de John Irvine avec Patrick Bergin et Uma Thurman. Les années 90 en sont par ailleurs particulièrement chargées avec des duels tels que Le Pic de Dante contre Volcano, Fourmise contre Mille et une pattes, Deep Impact contre Armageddon et j'en passe des quantités astronomiques, mais vous aurez compris le concept. Eh bien c'est exactement ce qui va se passer autour des adaptations d'Hercule au cinéma avec 2 versions produites au cours de l'année 2013 pour une sortie en 2014, avec d'un côté Hercule de Brett Ratner produit par Paramount pour 100 millions de dollars avec Dwayne Johnson en tête d'affiche et tourné en Hongrie, et de l'autre une production Millennium Film tournée en Bulgarie pour un budget plus confortable quand même que d'habitude, autour des 70 millions de dollars, et réalisé par un certain Renny Harlin. Alors à votre avis, dans quel camp va se retrouver notre Scott ? Je vous présente Ta destinée t'éloignera de l'amour bien plus que tu ne l'imagines. Demain, Hercule ne sera plus qu'un souvenir. Si tu reviens ici, je jure que je te tuerai. Ce soir, nous combattrons pour nos vies. Comment oses-tu promettre à ces gens de les sauver, alors que tu ne peux te sauver toi-même? Où est passée ta force à présent, demi-dieu? Hercule, tu es le fils de Zeus. Accepte-le comme ton père, et tu découvriras des pouvoirs inimaginables.
Revoici donc Atkins embarqué de nouveau en Bulgarie par les équipes de Millennium Films, menées par les habituels Boaz Davidson et Avi Lerner à la production, dans La Légende d'Hercule, et ce, après avoir pourtant longtemps fait le forcing avec son agent pour apparaître dans la version de Brad Ratner, en arguant notamment le fait que l'un des personnages du comic book dont le film s'inspire contient justement une ressemblance avec un autre personnage qu'Atkins connaît bien, à savoir Boyka. Peine perdue pour l'acteur qui trouvera malgré tout une place dans ce projet voisin. Puis après tout, comme le dit l'adage, faute de grive, on mange des merles. Le scénario de ce film est confié au bon soin de Sean Hood, déjà coupable d'avoir travaillé sur Halloween Résurrection, Cube 2 ou encore Conan de Marcus Nispel avec Jason Momoa, mais aussi du quasi inconnu Daniel Gia. Du moins, c'est ce qui est contractuellement écrit dans le générique, puisqu'il n'est pas à douter que les producteurs et le réalisateur aient mis la main à la pâte également. Au contraire de la version de Ratner qui tentait d'occulter tout aspect fantastique pour faire d'Hercule un homme avec des capacités physiques au-dessus du lot, l'objectif est ici de nous offrir une véritable origin story de super-héros, le personnage d'Hercule étant pour les auteurs quelque part le super-héros originel. On nous présente donc ici Alcmène, coincé dans un mariage avec le terrible roi Amphitryon qui a gagné ses lettres de noblesse et surtout ses territoires par la force. À deux, ils ont eu Iphiclès, fils prodige. Mais alors qu'elle fait appel aux dieux, Hébé reçoit la visite d'Héra qui vient lui annoncer qu'elle a été choisie par Zeus pour porter son enfant et qu'il lui permettrait de sauver son peuple tout en se sauvant elle-même. Voilà déjà de quoi nous donner l'occasion de scènes d'amour et de jalousie d'Amphitryon face à des draps qui bougent, lors d'une scène d'amour avec un Zeus complètement invisible. Ceux qui connaissent un tant soit peu la véritable légende comprendront vite les libertés prises par les scénaristes qui semblent utiliser le personnage comme un banal véhicule super-héroïque adapté à la mode péplum qui a connu un soubresaut avec le succès de 300 et de la série Spartacus. Le reste de l'histoire n'arrange pas les choses avec ce héros qui ne vit que pour sa bleuette adolescente avec Hébé, que courtise d'ailleurs son frère Iphiclès, et qui se fera éjecter du royaume pour tomber dans un piège imaginé par Amphitryon qui fera d'Hercule, enfin Alcide, puisqu'il ne sait pas encore qu'il est Hercule, un esclave bientôt à la tête d'une révolte. Tout ça est donc un peu confus, fait perdre complètement l'ampleur de la mythologie originelle, et ne vaut guère mieux qu'une histoire de super-héros de troisième zone, ce que le film ne renie pas vraiment à être finalement. C'est donc hyper feignant et par instants vraiment très très bête, et ça ne vaut pas mieux qu'un petit 1 sur 5 en scénario, en restant vraiment très objectif. Vous connaissez forcément le réalisateur finlandais Reini Harlin, déjà parce qu'on en parle dans un épisode du Film le Plus consacré au film de pirates, pour son réussi mais mal aimé à l'époque L'île aux pirates, et puis parce que c'est aussi lui qui est derrière la caméra de 58 minutes pour vivre, Cliffhanger ou encore Au revoir à jamais. Il est à ce moment-là de sa carrière dans un beau creux de la vague avec son dernier film The Devil's Pass, une obscure production anglo-russe qui est restée très confidentielle. Sa dernière grosse production, le préquel de l'Exorciste, remonte à 10 ans auparavant, et les déboires que le film a connus mériteraient une émission à part entière. Avec Sam McCurdy, le directeur de la photo et fidèle de Neil Marshall, un autre réalisateur pas vraiment spécialisé dans la finesse, ils vont nous proposer ni plus ni moins qu'un ressucé des péplums modernes qui pullent un petit peu à l'époque, suite au succès de 300, je l'ai dit, et de la série Spartacus, et cette fois-ci tournée en 3D. Passer une ouverture en faux plan séquence et travelling avant numérique qui donne l'impression que l'on va avoir droit à quelque chose d'ample et de spectaculaire, on se retrouve assez vite avec un abus de ralenti et d'effets numériques dans des décors de studio bulgares. Pour se la raconter un peu, Harlin a même une sale tendance à abuser des trajectoires de caméra circulaire, parfois jusqu'à l'écœurement du spectateur, et des effets numériques aussi, il en abuse, puisque le film en compte plus de 1500 au total. Certains décors naturels de forêt ne collent pas du tout avec l'ambiance mythologique que le film veut se donner, et quelques éclairages feraient passer un épisode des Feux de l'amour pour un film des frères Dardenne. Le film cherche tellement à faire des économies que pour ne pas avoir à dépenser trop d'argent en accessoires, d'ailleurs, les accessoiristes du film s'enquillent des tutos YouTube pour fabriquer des arcs avec des tuyaux en PVC. Malgré tout, le film est plutôt rythmé, alors que le montage est assuré par le français Vincent Tabaillon, qui était monteur sur 3-0, Camping ou Dickeneck. Assez cocasse quand même. Déesse Héra, Reine Alcmène, approche-toi. Majesté, non. Plus près, laisse-moi te regarder. Tu auras ton libérateur, un autre fils, tu porteras. Non, je ne veux pas que cet homme me fasse un autre enfant. Dis-moi, accepterais-tu de trahir ton roi comme mon roi me trahit en te désirant? Accepterais-tu de porter son fils pour soulager ta douleur et apporter la paix sur cette terre? Accepterais-tu de porter le fils du dieu Zeus? Si la paix est à ce prix, oui. Alors, dans l'intérêt de la paix, j'accepte que mon roi t'honore.
Nomme-le comme tu le voudras. Mais pour moi, il s'appellera Hercule. Hercule. On est donc ici face à un film sans finesse, ni originalité, une fausse grosse production parfaitement oubliable, le film jumeau trop faible qui se laisse bouffer par l'autre. Je lui donnerai donc la note réalisation de 2,5 sur 5. Pour incarner Hercule, la production fait l'improbable choix de miser sur Kellan Lust, qui n'a rien à voir avec Alex Lutz, et qui s'est fait connaître pour son rôle récurrent dans la série Twilight, et qui n'en est d'ailleurs pas à son premier péplum, puisqu'il était en 2011 dans Les Immortels de Tarsem Singh. Dès ses premières minutes d'apparition, il se dégage de cet acteur un charisme à faire passer une endive braisée pour un gourou de secte. C'est le journaliste de Mad Movies, d'ailleurs Cédric Delélé, qui à l'époque de la sortie du film parlait du charisme d'une vache en train de paître, et je ne peux être que d'accord avec lui. C'est un peu mieux pour son compagnon de route Sotiris, joué par Liam McIntyre, plus à l'aise dans l'exercice, probablement de par son expérience sur la série Spartacus justement. C'est autre chose pour un autre Liam Garrigan, qui interprète Iphiclès, le frère aîné d'Hercule, un ancien acteur de la série Strike Back, qui pousse son rôle de petit connard futur souverain un peu trop dans le surjeu. C'est un autre rescapé de la série Strike Back, justement, mais aussi de Game of Thrones, qui s'appelle Roxanne McKee, que l'on retrouve pour incarner Alcmène, la mère d'Iphiclès et Hercule. Peu de choses à reprocher sur son jeu, juste un problème de crédibilité, puisqu'elle est très clairement à l'écran du même âge en fait que les acteurs qui incarnent ses fils. L'autre personnage féminin, Hébé, est joué par l'actrice française Gaia Wess, qui a fait partie du casting d'une autre série célèbre, les Vikings, et qui a surtout enchaîné après Hercule sur L'épreuve 2 avec Kev Adams. Elle ne livre clairement pas ici sa meilleure interprétation, c'est le moins qu'on puisse dire, incapable de donner de la profondeur et renforçant le caractère naïf d'un personnage déjà assez mal écrit. A noter également le retour dans un petit rôle très débile de Spencer Wilding, l'énorme brute qu'on avait croisé dans Green Street 3. Ah, Iphiclès, où étais-tu passé? Quelle est cette chose? Enlève ça. Pourquoi? Figurez-vous qu'il s'agit de la peau du lion de Némée. Le lion que j'ai tué il y a de cela 2 heures. Il m'a griffé le visage, vous voyez, père? Mais je vais bien, l'œil n'a pas été touché. Et où était votre frère pendant le combat? Alcide? Il s'est enfui quand le lion s'est mis à rugir. Avez-vous déjà vu mon frère fuir le danger? L'avez-vous vu, princesse? Non. Jamais. Eh bien... Je croyais que vous le connaissiez mieux que ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans un projet qui veut faire la course aux Oscars, mais tout le film est plombé par le cast du personnage principal, alors que c'est clairement là où il faut pas se rater. Pour rappel, l'autre Hercule de la même année était joué par Dwayne The Rock Johnson. Vous comprendrez donc que je lui attribue la note de 1,5 sur 5 pour son jeu d'acteur. Est-ce que Scott Adkins va relever un peu le niveau de tout ça? Eh bien clairement oui. Que ce soit au début du film ou dans la suite qui se déroule 20 ans plus tard, il incarne le méchant roi Amphitryon avec un aplomb communicatif et une barbe imposante parfaitement taillée qui lui donne peut-être le meilleur look des films traités jusqu'à présent dans le podcast. Sa carrure en impose et il s'en donne à cœur joie dans une interprétation volontairement shakespearienne que les outrances de l'image et le je m'en foutisme de l'histoire vis-à-vis de la mythologie lui permet. Il s'offre pour la première fois un combat au glaive face au jus d'endive qu'incarne Hercule et le fait plutôt bien, même si tout cela manque clairement de high kick. Mais on peut se rattraper en constatant qu'il incarne le grand méchant charismatique d'un film à 70 millions de dollars. Dommage que les producteurs n'en aient pas profité pour en faire un film de qualité. Majesté, je crois comprendre qu'il y a un petit problème. Dis-moi, Tarak, ne t'ai-je pas payé une grosse masse d'or pour tuer ces 80 soldats? Oui, bien sûr. Alors pourquoi y a-t-il un survivant? Et pas seulement le capitaine Sotiris, mais un autre homme. Un sauveur que le peuple appelle Hercule. Il est en train de rallier tous les villageois et même mes propres soldats contre ma loi. Que vas-tu faire pour contrer cela? Réponds-moi! Si. Et je dis bien si cela est vrai, je rectifierai cette erreur. Pas à son maximum niveau martial, mais clairement investi dans son interprétation de roi sanguinaire, Adkins sera sincèrement la seule raison valable pour vous de regarder ce film. La note Adkins vaut donc bien un bon 3 sur 5.
Voilà qui nous donne un total de 8 sur 20, qui reflète parfaitement la qualité du film et place ce long métrage à égalité de points avec The Tournament et La Crypte du Dragon. Je vais donc devoir trancher et placer cette légende d'Hercule entre les deux, à une honorable et plutôt bien placée 12e place. Ce qui nous permet de passer à la suite, et donc au printemps 2013, Scott était bien occupé et il est temps pour lui de prévoir ce qu'il fera pour son été. Et le coup de fil qu'il a reçu de son agent tombe plutôt bien puisqu'en ce mois d'août, il est proposé à Scott de retourner à ses premiers émois cinématographiques et de rejoindre la Chine continentale pour y incarner le grand méchant d'une petite production d'action locale, ce à quoi l'acteur répondra très favorablement et intégrera ainsi le casting de Wolf Warrior. Listen up, we've found the target. He's surrounded by the entire army. You are under arrest. When they meet me, then they'll know what they're up against. Wolf Warrior, premier du nom, est un projet qui voit le jour grâce à l'investissement et à l'abnégation d'un certain Wu Jing, un ancien professionnel de Wushu, un art martial traditionnel chinois, devenu acteur au milieu des années 90, notamment grâce à Wen Wuping qui l'engage sur Tai Chi 2. On le retrouvera ensuite devant la caméra de Choi Ark sur La Légende de Zhu, mais surtout de Wilson Yip dans le premier SPL. Il aura également une petite carrière aux États-Unis avec des apparitions dans La Momie 3, Iron Man 3 ou encore la saga The Meg. S'il co-réalise le long-métrage Legendary Assassin, Wolf Warrior constitue sa première réalisation en solo, et il se risquera même à y injecter ses propres économies. Grand bien lui en a pris puisque le film est un grand succès avec une mise de départ estimée à 12 millions de dollars pour une recette de plus de 80, ce qui va lui permettre de proposer 2 ans plus tard un Wolf Warrior 2 avec Frank Grillo qui achèvera de faire de l'acteur-réalisateur une immense star avec près de 900 millions de dollars de recettes pour un budget de 30. Une notoriété qui n'aura de cesse de grandir, notamment avec The Wandering Earth disponible sur Netflix et dont il est producteur. Voilà qui est dit, mais tout ça ne nous dit pas de quoi parle ce Wolf Warrior. Leng Feng, un soldat particulièrement doué au tir, doit s'expliquer devant une commission sur sa désobéissance lors d'une mission de démantèlement d'un trafic de drogue ayant conduit à la mort du principal trafiquant. Finalement reconnu comme un acte héroïque et face à ses capacités hors du commun, il va intégrer un groupe d'élite de l'armée chinoise, les Wolf Warriors. Mais son acte précédent ne va pas rester sans conséquences, puisqu'un grand baron de la drogue et frère de la victime de Leng Feng engage une équipe de mercenaires américains surarmés avec l'objectif de se venger. Pour éviter tout défaut de prononciation mal placé, je vais m'abstenir de vous donner le nom des 4 scénaristes derrière cette histoire prétexte et 100% validée par le régime chinois. Soyons très clairs, tout n'est ici que prétexte à la mise en valeur de la force de frappe de l'armée chinoise, que ce soit d'un point de vue matériel ou humain. La structure est on ne peut plus simple, un ennemi est identifié, le trafic de drogue venu de l'étranger, face à lui un homme avec des capacités au combat hors du commun, mais un peu trop électron libre que l'on va amener à se former au sein d'un groupe afin qu'il puisse rentrer dans le rang et soit prêt à tout donner au nom du drapeau chinois. S'ensuit donc des longues scènes de préparation et d'entraînement permettant de réaliser un bel inventaire de l'armement et des véhicules réellement mis à disposition par le ministère chinois de la Défense. L'entraînement s'arrête lorsque la vengeance d'un grand baron de la drogue commence et où l'objectif devient très clairement que chacun puisse prouver qu'il est prêt à tous les sacrifices pour sa patrie face à un ennemi identifié et représenté par les mercenaires américains, à savoir le capitalisme lui-même. Et tout cela est clairement repris dans le texte, entre une scène d'introduction où une voix off nous explique tout le déroulé de l'opération qui a lieu sous nos yeux, jusqu'à un combat final entre un héros arborant fièrement un écusson « Je me bats pour la Chine » et le chef des mercenaires américains qui insiste sur le fait que lui fait ça pour l'argent. On repassera donc sur l'hypocrisie chinoise vis-à-vis du sujet.
Et ce n'est pas la réalisation qui va sauver cette publicité géante pour l'armée chinoise avec sa multiplication de plans courts, son histoire avec de très gros guillemets qui avance beaucoup trop vite et ne laisse même pas le temps au spectateur de comprendre l'enjeu de chaque scène. Vous y trouverez forcément des drapeaux chinois qui flottent au vent et beaucoup de plans sur des camions et des hélicoptères. Il faut dire que toute l'équipe est dépendante des heures de sortie du matériel de la base militaire dans laquelle a été tourné le film. Et au cas où vous n'auriez toujours pas saisi l'objectif de l'entreprise, ces images seront là pour vous le rappeler. Donc, tout ceci est donc très confus, tout comme devait l'être le responsable des effets spéciaux face au rendu des images de synthèse, notamment dans une scène surréaliste où notre élite des Wolf Warriors défouraille fièrement toute une meute de loups, histoire de bien rappeler qui est le chef sur cette planète. Plus surprenante par contre est l'utilisation des images de synthèse sur le visage du personnage principal pour lui ajouter des hectolitres, littéralement de sueur, à plusieurs moments du film, à moins que Wu Jing soit lui-même victime d'excès de sudation, dans ce cas, mea culpa. A Chinese guy? 不要小看中国。当你遇到他的时候，你就知道你面对的是什么。China， 那可是你们雇佣兵的禁地。When they meet me, then they'll know what they're up against. Alors je m'excuse pour les extraits, je n'ai pas de version française qui n'existe pas. Le film est uniquement disponible en version originale sous-titrée. Au-delà de ça, le film est généreux dans l'action, il repose de toute façon essentiellement sur ce principe, et nous offre donc de l'action sans génie ni réel talent, mais il en offre en quantité suffisante pour conserver un semblant d'intérêt pour la chose, ce qui fait que je vais quand même lui attribuer une note réalisation d'au moins 1 point sur les 5 possibles, pas plus, vraiment. Lorsqu'un bêtisier de générique de fin est plus intéressant que le film, il faut être méfiant. Du côté du jeu d'acteur, on va trouver un écho à ce que je disais sur l'écriture des personnages. Difficile d'exister face à une telle indigence d'écriture, mais aussi un manque de direction d'acteur assez flagrante. En se dirigeant lui-même, ça n'est pas mieux pour Wu Jing, qui interprète Leng Feng, le héros de l'histoire avec une absence inquiétante de charisme, et même un petit côté jeune loup candide et immature pas vraiment intéressant. C'est difficile d'imaginer à ce stade la star qu'il deviendra dans son pays. Face à lui, nous avons Da Hong-ni, vu dans La Cité Interdite, qui joue avec un renfrognement exagéré le terrible Min Deng et avec une économie de salive qui pousse carrément à la radinerie. Le seul personnage féminin un peu important est incarné par Nan Yu qu'on avait croisé dans Expendables 2 et qui n'a pourtant jamais partagé de scène avec Atkins malgré le partage des génériques communs. So, how was he? He's as faulty as his weapon. That was easy. I'm sure that sewer food will kill me before they actually do. Do not underestimate them. Remember, they're unarmed. A simple snatch and grab, man. You should have just killed him. Now we just kicked the hornet's nest. Exactly what I wanted. Monkey, how's your knee looking? Everything's good to go, man. Rien n'a sauvé non plus pour le reste, que ce soit les acteurs locaux ou occidentaux, c'est oubliable, ça coche des cases sans effort et l'aspect militarisé des choses ne laisse même pas la place à des cascades et de l'action débridée comme pouvait nous l'offrir le cinéma hongkongais de la belle époque. Vous ne m'en voudrez donc pas trop de n'attribuer qu'un 0,5 sur 5 en note acting à tout ce beau monde. I'm the most complete fighter in the world. Mais qui est donc venu faire notre Scott dans cette galère ? Comment expliquer sa présence en Chine pendant le mois le plus chaud de l'année, à négocier le seul van bénéficiant de la climatisation pour pouvoir se rafraîchir entre 2 prises ? Eh bien, je vais vous le dire, l'argent et la volonté de travailler, sans aucun doute. Mais ce sera surtout pour lui l'occasion de se rappeler au bon souvenir des tournages asiatiques, là où tout a commencé, et de reprendre conscience que la mentalité y est bien différente. Il doit par exemple asséner quelques coups de pied bien placés à des acteurs locaux n'ayant aucune formation de cascadeur, et la retenue naturelle dont il fait preuve ne plaît pas du tout au coordinateur des cascades, qui ne comprend pas le traitement de faveur accordé à cette chair à canon. De même, pas la peine d'échanger avec le réalisateur sur la construction de son personnage, il comprend bien vite qu'il devra se contenter de faire ce qu'on lui demande de manière assez sage. Après tout, n'est-il pas payé pour cela ? Le résultat à l'écran est donc à l'image de tout le reste, englué dans les clichés du film de mercenaires. Il est même obligé de porter un petit bouc pourtant déjà daté à l'époque, mais censé accentuer son look américain. Il fait ce qu'il peut, donne des bons coups de pied, des bons coups de feu, se bat au couteau et débite des dialogues parfaitement indigents. Son combat final est sympa, mais doit être raccourci pour des raisons budgétaires. You wanted to die for your country? Huh? Well, I got news for you, bucko! It doesn't make a difference! Doesn't make a difference.
Wanna know what I fight for? Money. Malgré les efforts du réalisateur-acteur pour réduire l'influence de Scott sur le film, il est le seul à sortir son épingle du jeu, alors qu'il en fait pourtant le minimum par rapport à son habitude. Donc pour l'effort, je vais quand même lui attribuer la note Atkins de 2 sur 5. Donc Wolf Warrior accumule donc 4 petits points sur les 20 possibles et se retrouve à égalité avec 2 autres chefs-d'œuvre que sont Black Mask 2 et Bad Yankee. Si je le place sans hésiter au-dessus de l'étron filmique d'Eduardo Rodriguez, je me suis quand même bien plus amusé devant le pied de nez de Choi Ark, et je vais donc placer ce Wolf Warrior entre les deux, à la 24e place, juste devant les 3 derniers de la classe, à savoir Bad Yankee, Rick Hill et Pit Fighter. On passe quand même pas loin du flop 3. La légende d'Hercule a fait mieux, avec sa 12e place, mais toujours moins bien que Ninja 2 qui monte à la 5e place d'un classement toujours dominé par Universal Soldier Day of Reckoning, suivi de loin d'ailleurs, par Undisputed 3 et Zero Dark 30. Voilà qui nous amène donc à la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas je vous enjoins à partager, à commenter sur les réseaux, à vous abonner à nos émissions, tout ce que vous pouvez faire pour faire vivre notre émission, vraiment c'est important pour nous, donc je remercie ceux qui nous commentent, ceux qui nous notent, ceux qui nous partagent, et j'encourage ceux qui n'ont pas encore fait à le faire. Vous pouvez dès à présent retrouver le classement complet sur la page Sens Critique du podcast, je vous mets le lien en description. Quant à nous, on se retrouve en août pour un nouvel épisode. En attendant, vive la bagarre!